lance l'enregistrement. Voilà, je prends juste 2 minutes pour vous faire un rapide point sur la communauté. J'imagine que vous voyez mes slides, hein, pas de souci. Donc, merci à tous pour vraiment votre participation active à la communauté de confiance Imoneo sur Facebook. Et la communauté est vraiment très active et il y a très bonne discussion entre tous les investisseurs. Donc, vraiment, merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, on a dépassé les 22 000 membres grâce aux invitations que vous envoyez à tous vos amis. On est vraiment ravis d'animer cette communauté, moi-même à Singapour, David depuis Lisbonne et Adeline qui nous aide depuis Francfort et bientôt à Lyon. Voilà, on est tous expatriés, on a bien conscience des sujets spécifiques pour les expatriés liés à l'investissement immobilier. Voilà, quelques chiffres pour la communauté. Donc, vous savez, cette communauté est partie de Singapour avec un groupe WhatsApp, mais aujourd'hui, il y a une centaine de pays qui sont représentés, notamment à Hong Kong, Dubaï et le Qatar dans le Middle East, mais également en Europe avec la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, et de plus en plus de membres qui viennent des USA et du Canada. Un chiffre là que j'ai mis en grand, qu'on commence à communiquer et qui explique pourquoi on continue à avoir des échanges de qualité, c'est que on prend soin de filtrer en amont les personnes qui veulent s'inscrire à la communauté. Donc, on filtre actuellement 20% des inscriptions, tout simplement afin de garder des discussions entre investisseurs expatriés uniquement. Voilà, donc, on refuse notamment les professionnels de l'immobilier ou les conseillers en gestion de patrimoine, les Français qui habitent en France et qui n'ont pas d'expérience d'expatriation, et donc on ne va pas adresser leurs besoins spécifiques, ainsi que tous les trolls qu'on trouve sur Facebook, et je peux vous assurer qu'ils sont nombreux. Un petit chiffre sur lequel on est fier, c'est la parité homme-femme qu'on retrouve dans la communauté Imoneos, et surtout le fait que vous êtes à peu près 8000 tous les jours à échanger dans le groupe Facebook. Un petit mot pour ceux qui vont pas régulièrement de ce qui se passe sur le site Imoneos qu'on a lancé. Donc, on est content du nouveau design, mais surtout de la mise à jour régulière de nos articles. Les 2 articles phares, vous connaissez le baromètre du taux de crédit immobilier qui vous permettent d'accéder au crédit réellement obtenu par des membres et donc à tous les détails, la banque, le taux, les durées, les conditions. Et également un autre baromètre qu'on est en train de mettre à jour, qui est celui de l'investissement locatif des membres Imoneos et qui permet cette fois d'avoir des exemples très concrets sur les investissements réalisés, la rentabilité obtenue et la stratégie d'investissement. Est-ce que les personnes ont préféré le meublé, la colocation, etc. Voilà. Surtout, vous retrouvez également, bien sûr, sur le site Imoneos, l'accès pour avoir les contacts des partenaires qui ont été recommandés par les autres membres de la communauté, soit des chasseurs de confiance à travers la France, des courtiers spécialisés en crédit pour les étrangers, des courtiers en assurance, des experts comptables. Autre point, si vous n'êtes pas encore inscrit, on a lancé l'année dernière les ventes flash, donc qui vous permettent d'acheter 100% à distance des biens qui sont proposés par nos chasseurs. Donc, l'année dernière, on a fait une grosse douzaine de ventes comme ça. Cette année, on est sur un trend d'en faire 50 à 60. Les chasseurs ont vraiment compris les attentes des membres de la communauté et donc sont en mesure de sourcer en amont des biens qui correspondent typiquement à des investissements locatifs et que cette fois, qui vous sont proposés en off-market en priorité pendant une courte période pour que vous puissiez vous positionner. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, votre email pour recevoir ces ventes flash, il vous suffit d'aller sur le site Imoneos. Voilà, c'était une rapide introduction. Le plus important, c'est de laisser la parole à Joachim, Sophie et Étienne. En 2 mots, depuis le lancement de la communauté, il y a eu des discussions sur la décision de faire l'investissement locatif ou de l'investissement financier. Vous connaissez bien sûr la réponse. Il faut, pour se constituer un patrimoine, il est intéressant de faire les deux. L'investissement immobilier locatif pour investir de l'argent qu'on n'a pas, le crédit, qui est remboursé au moins en partie par le locataire, et des investissements financiers pour faire fructifier ces liquidités. Voilà. Plus récemment, il y a eu des échanges sur le crowdfunding immobilier. Il s'avère que moi-même, j'ai commencé à faire des investissements avec un Anaxago dans le crowdfunding immobilier il y a à peu près 3 ans. Et donc, à l'occasion d'un de mes points avec Anaxago, je leur ai expliqué à la communauté et voulu explorer comment Anaxago pouvait répondre le plus précisément possible aux questions que nous avons sur ce sujet. Et Antoine, avec qui j'étais en relation, a tout de suite répondu favorablement en proposant notamment d'organiser cette conférence. Voilà. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre et d'apprendre avec Joachim, Sophie et Étienne. Et donc, je vais leur laisser la parole et utilisez bien le chat pour poser toutes vos questions et avoir
la plus grande clarté sur ce sujet d'ici la fin de cette conférence. Voilà, c'est à vous, Étienne, Joachim et Sophie. Bonjour à tous. Écoutez, on est ravis d'être, alors parmi vous peut-être pas, mais du moins de pouvoir intervenir et vous présenter Anaxago. Un grand merci Rémi. Effectivement, j'aurai le plaisir d'animer cette formation entre guillemets avec Joachim, donc Joachim Dupont qui est le président d'Anaxago Capital et l'un des fondateurs, et puis d'Étienne Rouvière qui est responsable du développement auprès des clients. Pour ma part, je m'occupe de la partie direction des partenariats. Alors, en quelques mots, voilà, Rémi, on va pouvoir passer Étienne, sur la présentation, pardon. Ça va arriver, ça mouline, excusez-nous. Alors, je commence quand même le temps qu'on récupère le visuel. Anaxago, en quelques mots, c'est une société qui a été créée en 2012. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, par 3 associés fondateurs, à savoir Joachim Dupont, Caroline Lameau et François Carbone. Et au départ, c'est une société qui fait donc du financement, qui est aujourd'hui pionnier sur l'investissement alternatif. Alors, au départ, sur une activité de venture capital, sur tout ce qui est innovation, c'est-à-dire accompagner des entreprises dans leur développement sur plus ou moins un long terme. Et puis, à partir de 2014, Anaxago s'ouvre sur le marché et les opportunités de l'immobilier. On a perdu le visuel, vous m'envoyez, désolé. Je vais récupérer peut-être la page 2, Étienne, 3. Voilà, alors c'était brièvement la présentation, donc on en est vraiment à l'introduction sur la page, voilà, sur la page suivante. Vous avez un petit rappel chronologique. On en était effectivement au développement de l'offre immobilière à partir de 2014. L'un des fondateurs d'Anaxago, François Carbone, a participé avec les pouvoirs publics à la réglementation et à l'obtention du statut CIP, donc conseiller en investissement participatif. On a continué à accompagner nos clients, on a suscité l'intérêt d'investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, il faut savoir que le non-coté est regardé de près sur la place, que ce soit par les assureurs, par les banques, par toutes les grosses places. C'est profondément, j'en ai la conviction, l'investissement de demain sur les années qui arrivent. À partir de 2019, encore une phase si on peut dire, de croissance et de diversification dans l'offre, puisqu'on obtient l'agrément de CGP et on lance les premiers fonds avec Anaxago Capital. Donc aujourd'hui, on va plutôt se spécialiser sur la partie immobilière pour Anaxago, pour vous dire qu'on est présent sur différentes typologies au sein du secteur immobilier. Alors à la fois sur tout ce qui est promotion immobilière tertiaire et résidentielle, mais aussi un des gros objectifs pour demain sur le marché, c'est-à-dire tout ce qui est réhabilitation d'actifs en cœur de centre-ville, mais aussi mise aux normes des transformations d'usage, portage de biens également et immobilier géré, comme ça peut être le cas pour tout ce qui est résidence de service. On travaille avec des partenaires qui sont des partenaires historiques qui nous accompagnent et dont on est très fiers de ce suivi. Vous les retrouvez sur le menu à droite. Alors, en quelques chiffres, très rapidement, Anaxago, donc date de création 2012. On fête nos 10 ans cette année et on est très content d'avoir plus de 13 000 investisseurs qui nous accompagnent sur des formats club deal, sur des investissements via des fonds. On atteint un demi-milliard de montant total investi et une donnée très importante, c'est que la performance générée depuis 2014, si on lisse l'ensemble des classes d'actifs en equity et immobilier, est de 9,2%. C'était vraiment quelques chiffres de présentation. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire avec Joachim un petit point sur les perspectives et les opportunités sur l'immobilier, mais on commence par un contexte de marché qui est la question centrale aujourd'hui avec l'inflation, le conflit en Ukraine et les autres facteurs.
Joachim, je te laisse. Merci Sophie, merci Rémi de nous donner la parole. L'objectif aujourd'hui, c'était de vous présenter un petit peu. Vous êtes investisseur en immobilier locatif. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on fait en fait, est assez loin finalement de l'immobilier locatif. L'idée, c'était de faire une percée dans le monde de l'immobilier français. Et quand on parle d'immobilier, il y a plein d'immobilier. Il y a l'immobilier locatif, il y a la réhabilitation, il y a le tertiaire, le neuf, le résidentiel. Enfin, donc le marché est très divers. Et l'objectif, c'était d'échanger avec vous un petit peu sur notre vision du marché, qui nous amène à des convictions et avoir des convictions assez fortes et qui, heureusement pour nous, n'ont pas beaucoup évolué malgré les soubresauts, en tout cas les évolutions macroéconomiques des derniers mois ou même de la conjoncture. Et ensuite, pour voir sur quel type d'opportunités on recherche et comment on structure nos produits d'investissement. L'idée, c'est alors parfois on va enfoncer des portes ouvertes, hein, c'est peut-être des choses qui sont assez évidentes pour vous, mais comme l'actualité bouge beaucoup en ce moment, n'hésitez pas à poser vos questions. L'objectif, c'est que ce soit aussi assez interactif. Donc peut-être dans un premier temps, avant de rentrer dans les spécificités du capital investissement immobilier, qui est notre cœur de métier au sein d'Anaxago, on voit qu'il y a plein de tendances qui sont parfois contradictoires quand on lit la presse au quotidien. Alors là, j'ai pris la presse française, avec d'un côté des taux des taux qui augmentent de manière assez significative, des taux de crédit qui étaient au plus bas et qui commencent à grimper, une inflation qui n'est plus que hypothétique et qui n'est plus que considérée comme temporaire. Ça pourrait être le cas en fin d'année dernière, et qui pourrait être là pour durer avec des montants qui dépassent ce qu'on avait l'habitude de voir les 15-20 dernières années. Et en même temps, quand on regarde les chiffres, le fameux en même temps revient, quand on regarde les chiffres de l'immobilier depuis plusieurs années, enfin, et même sur les derniers mois, on voit que les ventes, le montant des transactions est toujours aussi important, que le prix de l'immobilier en France continue à évoluer, et malgré tous les soubresauts qu'on peut connaître. Donc, il y a plein de tendances qui sont un petit peu contradictoires. L'objectif, c'est de faire avec vous un petit détail sur deux éléments principaux, qui est le sujet de l'inflation, en quoi il corrèle, il peut impacter l'immobilier. Le deuxième, c'est la remontée des taux. Et quand on est investisseur et qu'on vend nos actifs à des investisseurs, bah, voilà, peut impacter aussi l'immobilier. Donc, le premier point, c'est l'inflation. On a une inflation qui est prévue autour de 4,5 ou 5% par an, enfin, pour cette année, pardon, quand on regarde les chiffres, donc en très forte croissance. On l'a présenté en fin d'année dernière comme un passage temporaire lié à un surenchissement des matières premières. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un emballement qui est un peu plus large. Et par contre, là, bizarrement, la bonne nouvelle quand on est propriétaire, et notamment pour vous dans le locatif, c'est que les loyers sont quasiment parfaitement indexés au niveau d'inflation, grâce aux mécaniques de revalorisation des loyers qui sont sur la base d'indices. On parle de l'ILC dans le commerce ou d'autres, ou l'ILAT, enfin, en tout cas, ou d'autres indices. Tous sont indexés en partie sur des paniers, sur les prix des biens et des services à la consommation. Donc, on se rend compte que pour le propriétaire immobilier, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque depuis le début de l'année, au premier trimestre, c'est 2,5% de revalorisation des indices. Et donc, ça augmente, toutes choses égales par ailleurs, les revenus perçus pour une valeur donnée et un niveau d'emprunt qui est figé, une valeur d'actif qui est figée également. Donc, ça, c'est un élément qui pourrait être plutôt considéré comme positif. Alors là, il y a une spécificité aussi qui est très française, c'est que même si dans le secteur du commerce, où malgré tout, qui a été un petit peu chahuté, ou des bureaux qui l'a été peut-être un petit peu moins quand on regarde les centres-villes, euh, quelle est la proportion de la capacité des entreprises à payer, ou en tout cas des commerces à suivre ces niveaux d'indexation? Donc aujourd'hui, c'est pas remis en question par le gouvernement. Par contre, quand on parle des indices dans le logement, dès lors qu'on imagine une inflation à 5%, ça veut dire des loyers revalorisés à hauteur de 5%. Dans un contexte social un petit peu tendu, on commence à voir poindre dans la presse et des sorties de différents bords politiques qui disent qu'il faudrait plafonner la revalorisation des loyers, voire la stopper. Donc, c'est une bonne nouvelle dans l'absolu, puisque les indices reflètent l'inflation, et en même temps, dans un contexte social qui est un petit peu tendu, est-ce qu'on a réellement la capacité à suivre? Est-ce que le politique va pas s'immiscer un petit peu dans ces règles purement mathématiques pour voir les choses un petit peu différemment? Donc ça, c'est le premier point. En substance, aujourd'hui, on a une trentaine de minutes, donc on va faire assez condensé, mais on reprendra les questions, bien évidemment. Et je vais regarder d'ailleurs, je crois qu'il y a quelques...
Ou on les prendra après, si je vois que on prendra les questions. Le deuxième sujet, c'est les taux de rendement. On a beaucoup parlé de la hausse des taux. Nous, quand on est investisseur en immobilier, notamment sur des stratégies qu'on va appeler value add, opportunistes, on y reviendra après. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir est-ce qu'on est dans une bulle immobilière ou pas. C'est la première question que tout le monde se pose en disant les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Est-ce que finalement l'immobilier n'a pas fini sa croissance? Et quand on regarde, il y a un élément qui est assez important et qu'on regarde chez nous, c'est si certains trous sont sur les marchés financiers, c'est les fameuses primes de risque. C'est-à-dire quel est le rendement de l'immobilier par rapport aux autres classes d'actifs. Et on se rend compte, quand on regarde la courbe violette, qui est l'OAT à 10 ans, alors qu'il bouge très vite et de jour en jour, il y a une très forte volatilité, donc on a arrêté les chiffres à la fin du premier trimestre. Euh, on se rend compte que les primes de risque n'ont jamais été aussi importantes qu'en 2020 ou 2021 sur l'immobilier. Historiquement, elles sont autour de 172 points de base, donc l'écart entre la courbe violette, c'est-à-dire le taux sans risque à 10 ans d'une obligation française, et les rendements attendus par les investisseurs sur les différentes classes d'actifs immobiliers, se situe autour de 170 points de base. On voit qu'en 2020, alors qu'on parlait énormément de bulles immobilières, on affichait 320 points de base. Donc près du double du rendement sur l'immobilier par rapport aux autres classes d'actifs sans risque. Donc c'est ce qui nous conforte dans le fait qu'en dans l'immobilier français, en tout cas, on n'a pas un phénomène de bulle et que cette très forte hausse des primes de risque, parce que finalement, on aurait pu penser que l'immobilier, que les taux dans l'immobilier allaient continuer de baisser de manière assez significative. Ces fameuses primes de risque ont joué le rôle d'amortisseur, puisque ça fait plus d'un an et demi maintenant que les taux sans risque remontent, et maintenant de manière assez significative, assez drastique. Et finalement, les prix de l'immobilier n'ont pas bougé. Et on voit que ça se stabilise et que les investisseurs, finalement, ont maintenu les prix et que c'est les primes de risque qui viennent jouer ce rôle d'amortisseur. Par contre, l'amortisseur est terminé, puisqu'on retrouve aujourd'hui des niveaux de primes de risque qui sont les moyennes à 20 ans. Et donc, il va falloir surveiller, et notamment quand on regarde la logistique, un investisseur en logistique cherchait du 7% en 2013 quand il investissait dans un actif prime. Aujourd'hui, il attend du 3%. Donc, c'est des actifs qui ont plus de doublé de valeur pour le même actif. Le commerce qui s'est revalué, qui s'est renchéri avec les différentes crises qu'il a rencontrées, et le bureau qui reste une stratégie assez forte des investisseurs. Et malgré tous les mouvements qu'on peut identifier, les grandes démissions ou autres, ou les Covid, on sent qu'il y a encore une appétence assez forte pour le bureau. Ça, c'est les deux principaux points qu'on voit sur le marché. Et il y a qui sont presque court terme, en tout cas avec lesquels il faut jouer. Et le troisième point, qui est un élément assez essentiel, c'est en tout cas la grande révolution qui pour nous va transformer l'immobilier. On a une révolution des usages qui est en cours, où effectivement les actifs qui sont en voie d'obsolescence ne trouvent plus de preneurs. Et donc aujourd'hui, il y a une recherche de qualité. Et le fameux phénomène de flight to quality, c'est-à-dire la recherche d'investissement de qualité dans des périodes un petit peu troubles, aujourd'hui, pour nous, il est synonyme aussi de durabilité. C'est-à-dire les investisseurs de demain, ou même qui commencent aujourd'hui les institutionnels, à se repositionner sur des actifs qui sont à la fois mis aux normes des nouveaux usages. C'est-à-dire qu'il faut que le locataire il soit bien, que les salariés soient bien, que ça fasse du sens, et que l'immeuble soit aussi aux dernières normes environnementales. Donc, il y a tout un cadre normatif qui s'accélère en France et en Europe avec l'arrivée de la taxonomie, en France avec de très nombreuses réglementations, la loi climat-énergie, le décret tertiaire, enfin voilà, je ne rentrerai pas dans le détail. En tout cas, la grande révolution de l'immobilier pour nous, c'est de rénover, et en tout cas les grandes opportunités, elles se positionnent dans la capacité à rénover des actifs de centre-ville, toujours bien placés, et les remettre aux dernières normes environnementales. Donc, il y a trois phénomènes centraux en 2022. Si on regarde, on a des stratégies qui sont des stratégies plutôt moyen terme, court terme, moyen terme, mais en tout cas, on doit piloter. Il y a l'inflation durable et le fait que les investisseurs se ruent sur finalement des actifs de qualité et qui sont des actifs rares. Et ça, c'est peut-être la force et la première force des stratégies d'investissement quand on investit dans l'immobilier en France, dans les grandes métropoles, c'est qu'avoir des actifs en pleine propriété, d'une certaine taille, rénovés et bien loués, finalement, ça devient des actifs rares en tant que tel. Et donc, on est un petit peu moins soumis aux aléas de marché, puisqu'il n'y a pas une offre abondante. Le deuxième point qui nous guide ça depuis plusieurs années, c'est que les enjeux de neutralité carbone, tout le monde en parle, et finalement, le plus indolore, c'est de commencer à traiter l'immobilier.
ça ne va pas changer la manière dont on habite, dont on vit. Le fait qu'on prenne sa voiture, d'arrêter de prendre la voiture ou de voyager, ou de changer son alimentation. Le bâtiment, c'est 40% des gaz à effet de serre au niveau mondial, 23% en France. Et finalement, rénover le bâtiment, c'est un impact qui est significatif et sans impacter le citoyen. Donc, on pense que c'est une des stratégies qui est prioritaire, en tout cas si on doit investir massivement dans ces premières années, sans impacter les habitudes de consommation. Et le troisième point, c'est forcément les nouveaux usages. On parle de mixité, on parle de ville du quart d'heure, de mixité des usages, de coworking, de co-living, etc. Et voir comment on réinvente les bâtiments pour qu'il y ait plus de mixité. On voit qu'il y a énormément de nouveaux projets qui arrivent et qui ont fait l'objet d'un très gros effort de programmation, parce que désormais, on se rend compte qu'on peut, que même quand on habite, quand on travaille dans des bureaux, il faut qu'ils soient différents. Et juste un chiffre, c'est qu'il y a 80% du parc parisien de bureaux qui a été construit il y a plus de 80 ans. Donc aujourd'hui, c'est un parc qui est vieillissant. Et rien que quand on s'intéresse au parc parisien, il y a une réelle profondeur de marché. Voilà un petit peu les convictions qui, en tant que nous, investisseurs value-add, vont nous porter. Et notre cœur de métier, pour revenir un petit peu sur Anaxago, donc c'est d'acheter des actifs, c'est de financer ou d'acheter des actifs, en général de centre-ville, dans des métropoles régionales, très présents à Paris, Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille. J'ai vu que Marseille faisait partie de la deuxième ville, en tout cas, dans laquelle on cherchait des investissements dans la slide précédente. Donc, on s'intéresse plutôt aux métropoles régionales. On est assez généraliste, c'est-à-dire qu'on fait aussi bien du résidentiel, on s'intéresse beaucoup aux opérations de repositionnement d'actifs, tout ce qu'on appelle le bâtiment durable, les rénovations énergétiques du bâtiment, les nouveaux usages. Depuis 2015, on investit dans des opérations de co-living, donc avec des actifs qui étaient totalement en voie d'obsolescence et qu'on a repositionné, comme les Galeries Lafayette à Marseille, ou en tout cas pour ceux qui connaissent, et l'immobilier tertiaire de manière générale, avec une grosse concentration sur le bureau et un petit peu logistique, même si ce n'est pas le gros de nos investissements. Et après, c'est une agilité aussi en termes d'instruments, ce qu'on intervient en actionnaire, en majoritaire dans les opérations, en financeur. Donc, voilà un petit peu ces différents projets que vous pourrez voir sur Anaxago. Maintenant, concrètement, à quoi ça ressemble une opportunité sur Anaxago? Je ne sais pas, alors vous pouvez crier, Rémi, si je prends trop de temps ou si on n'est plus dans les temps, parce que je ne sais pas à quelle heure vous voulez qu'on s'arrête. Chez Anaxago, ce qu'on fait, c'est qu'on a, alors aujourd'hui, c'est 60-70 personnes au sein de l'entreprise et on est regroupé les équipes d'investissement sont regroupées entre deux équipes, une équipe immobilière, une équipe venture capital. Je crois que l'objectif aujourd'hui, c'est plutôt parler d'immobilier. Et la grande force qu'on a, c'est d'avoir une communauté assez large d'investisseurs, à la fois privés, professionnels, corporate, des fonds, des co-investisseurs, avec lesquels on structure beaucoup de club deals. Et donc, en fait, on identifie une opportunité en particulier, on la sécurise et ensuite, on va créer un véhicule d'investissement qui regroupera les différents investisseurs, soit dans des logiques obligataires, c'est-à-dire qu'on va prêter, surtout sur une stratégie qui est assez simple, c'est une stratégie de financement non bancaire. Joachim, je ne sais pas si tu nous entends, tu as perdu? Pour la suite. Ah, vous l'avez perdu depuis quand? C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, tu Vous peux y m'avez aller. fait peur. On était sur la stratégie non bancaire. D'accord, j'ai cru que vous étiez arrêté à la presse. Donc voilà, première stratégie non bancaire, et ensuite des stratégies d'investissement en equity, c'est-à-dire qu'on va acheter des actifs avec des partenaires, ce qu'on appelle des operative partners, des promoteurs, des marchands de biens, des asset managers, des foncières, qui vont eux réaliser le travail de transformation des actifs au quotidien. Et pour faire simple, on va chercher des TRI qui vont être entre 8 et 12, 13, 14% en fonction des projets. Et donc ça, on le fait soit en direct, projet par projet, soit à travers des fonds. Donc là, on est en train de clôturer un projet FCPR, voilà, qui a une vingtaine de participations, mais on y reviendra peut-être plus tard. Et sur la partie venture capital, voilà, des logiques plutôt seed et série A. Donc ça, c'est pour bien comprendre le capital investissement immobilier. En fait, tout ce que vous devez savoir dans le capital investissement immobilier, à peu près là, c'est sur la slide de gauche, c'est présenté déjà dans cette stratégie d'investissement, il y a 4 sous-stratégies. Ce que vous connaissez, quelles sont les stratégies core ou core plus, de l'investissement locatif, plus ou moins sécurisé, avec plus ou moins d'effet de levier. Donc, quand on a des actifs très core, c'est la stratégie des assureurs. On va acheter
des bureaux très bien placés avec des très bonnes signatures dans des emplacements prime. La stratégie Core Plus, c'est on va gérer un petit peu plus de vacances, peut-être à des emplacements un petit peu moins prime, etc. Et donc un petit peu plus d'aléas et de travail. Et nous, notre corps de métier, c'est de travailler sur les stratégies qu'on appelle value add, c'est-à-dire des actifs à revaloriser ou à repositionner, soit parce que l'état locatif est très détérioré, soit parce que l'immeuble doit faire l'objet de travaux conséquents, soit les deux, jusqu'à des stratégies opportunistes. Là, on va même parler de promotion immobilière, de réhabilitation complète. On va soit construire et soit réhabiliter de manière très importante les actifs. Et donc, les domaines d'intervention, donc ça, c'est sur les stratégies. Ensuite, les domaines d'intervention peuvent intervenir soit en mezzanine, c'est-à-dire que là, vous avez à gauche les niveaux de financement d'un projet immobilier classique avec la banque qui fait le prêt senior, le mezzaneur potentiellement, ce qu'on appelle la preferred equity ou l'equity ensuite. Et donc, on peut intervenir, nous, soit sur les différentes cases bleues, en equity, en prêt, en mezzanine, en unitranche, et ce qui nous permet d'identifier de nombreuses opportunités grâce à l'ingénierie financière qu'on déploie autour de ces modèles-là. Alors, j'avais juste une slide avant, je ne sais plus ce qu'elle disait, Étienne. Voilà. Bah, écoutez, oui, donc ça, c'est ça. Le slide est un peu complexe, mais en tout cas, c'était pour vous expliquer ça, qu'on intervenait en financement sur des projets de financement plutôt plus court terme avec des taux entre 8 et 10 et des projets avec un TRI qui n'est pas fixe, avec des TRI cibles qui vont évoluer entre 9 et 12-13% et qui va être sur des stratégies equity. Peut-être quelques exemples sur les projets du moment. Là, on est en train donc on a une stratégie deux stratégies principales, les nouveaux usages et le bâtiment durable. Là, dans ce cadre-là, on est en train de financer actuellement un club deal pour l'acquisition du futur siège d'une boîte du CAC 40 à Clichy. Et donc, on achète en neuf avec un opérateur qui a acheté en blanc, c'est-à-dire qui a acheté sans locataire et qui a trouvé un locataire et qui aurait d'ailleurs des intentions déjà pour recéder l'actif. Donc, on procède à l'acquisition en VFA. L'objectif de rendement, il est de 9,5, donc c'est un coupon qui sera versé. Il n'y a pas d'intéressement à la marge sur cette opération, sur une horizon cible de 24 mois et avec très vraisemblablement, a priori, une sortie dans les 12 prochains mois et une distribution du coupon annuel. Donc, c'est un actif qui dispose de l'ensemble des labellisations, notamment qui sera BREEAM Very Good. Et donc, l'objectif aussi, c'est de pouvoir financer des actifs qui sont best in class sur ces différentes stratégies. Donc, c'est un exemple. D'autres exemples, là, c'est le repositionnement d'un hôtel d'une société en faillite. Donc, là, c'est racheter un hôtel qui est totalement à l'abandon pour le repositionner en logement. Et donc là, cette transformation, et c'est mettre les CAPEX suffisants et les investissements suffisants. Et donc là, on a une rentabilité cible de 10% qui pourrait évoluer entre 9 et 12% en fonction à la fois de la durée de cession et du prix de vente final des appartements à la découpe. Donc ça, ça avec un opérateur assez expérimenté dans ce type d'opération. Donc une opération où on est co-investisseur, l'autre on est financeur. Une autre opération là, qui vise à l'immobilier de prestige, où on va acheter des commerces, on vient refinancer une foncière dans le cadre du rachat d'un actionnaire sortant, avec un taux de 9%, un versement annuel sur une durée un petit peu plus longue. Et là, par contre, avec en sous-jacent 6 commerces et 6 actifs dans le 6e arrondissement de Paris, et avec en termes de sûreté, puisque très vite, on va parler des sûretés et des risques, et ben, c'est une fiducie, c'est-à-dire qu'en cas de défaut, les parts de la foncière nous reviennent et c'est à nous de gérer les actifs et de les céder éventuellement. Donc avec un niveau aussi de sûreté qui peut être assez important, surtout quand on est dans des logiques de financement. Voilà, d'autres exemples, là, pour le but de Chaumont, c'est la réhabilitation d'un hôtel de préfecture, avec une stratégie plutôt value-add. On va chercher 10%. Donc là, il y a de forts investissements à réaliser, un repositionnement de l'hôtel pour une session autour de un peu moins de 3 ans. Enfin, c'est un projet sur 2 ans et demi. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et enfin, la dernière stratégie qu'on a déployée, en tout cas toujours sur la même stratégie, mais avec un véhicule différent, c'est une stratégie de fonds dans lequel en fait nos équipes de fund management diversifient et en fait c'est ce qui nous permet aussi de sécuriser ces opérations-là, c'est qu'on a un fonds qui sécurise les opportunités et ensuite permet de gérer parfois des club deals. Donc, vous avez des club deals qui ne sont pas présentés sur la plateforme, qui sont uniquement disponibles dans les fonds. Et donc, c'est un véhicule qu'on a lancé il y a 1 an et demi qui termine sa période de souscription, donc qui est déjà investi à 97%.
qui a investi dans 13 participations, qui a un TRI aujourd'hui des participations brutes de 11%. Donc voilà, c'est vraiment un fonds qui arrive en fin de période de souscription, d'où l'intérêt, c'est de connaître déjà la composition du portefeuille. Et en fait, avec très peu d'argent dormant, puisque dès qu'on a des liquidités, elles sont réinvesties. Et c'est un fonds qui est composé aussi à 40% par des investisseurs institutionnels, donc à la fois à la fois des investisseurs privés et des institutionnels qui ont composé le fonds pour 40%. Donc voilà, sur 2 stratégies prioritaires, sur le fonds, c'est sur 13 participations, on a seulement une opération en financement, et le reste, c'est l'acquisition, c'est des actifs de centre-ville, essentiellement à Paris, Bordeaux, et en pleine propriété, sur les stratégies qu'on a évoquées un petit peu plus tôt. Merci. Jo, ce que je propose pour gagner peut-être un peu de temps pour essayer de rester dans le timing, c'est de passer sur les actifs. De toute façon, la présentation vous sera partagée, donc vous aurez l'occasion de revoir à l'intérieur les différentes participations qui sont déjà acquises à l'intérieur du fonds. Ici, pour illustrer, donc, Paris 17, Paris 12 également, plusieurs opérations à Bordeaux également, toujours à Paris. Ça, on vous le remettra, comme ça, vous pourrez avoir également les actifs qui constituent aujourd'hui le fonds. Alors, moi, je vais me permettre juste pour un peu illustrer ce qu'on s'est dit. Donc, vous l'avez compris, on est spécialisé sur un marché du non-coté. Aujourd'hui, on s'attache à une classe d'actifs qui est ce qu'on appelle le private equity immobilier. L'idée, c'est qu'effectivement, avec cette ingénierie financière, ça nous permet d'aller chercher des rendements qui soient un peu plus attractifs que ce que vous avez l'habitude de voir sur les stratégies assez traditionnelles du marché coté, par exemple, et avec toute la volatilité que vous connaissez sur le marché du coté. Donc, l'idée, c'était de pouvoir vous illustrer un petit peu ce qu'on était capable de faire chez Anaxago en termes de performance avec une approche diversifiée sur plusieurs classes d'actifs. C'est un simulateur que vous allez pouvoir retrouver également sur notre site une fois lorsque vous serez inscrit. Vous aurez accès à cet outil qui est un outil d'aide à la décision en fonction donc, des objectifs d'investissement que vous aurez à réaliser sur les prochaines années. Parallèlement à ça, on a une équipe également qui vous sera dédiée, qui va vous permettre de vous accompagner aussi sur les choix des investissements. Là, l'idée ici, c'est de se dire, voilà, si j'ai un objectif de constitution de patrimoine, de constitution de capital, ici j'ai repris un exemple, par exemple, sur 5 ans, si j'ai un profil plutôt dynamique sur mes investissements, voilà ce que vous pourrez réaliser en termes d'allocation d'actifs pour une approche assez dynamique du portefeuille sur une maturité de l'ordre de 5 ans. Donc là, on le voit ici avec plusieurs véhicules d'investissement choisis. On aurait donc des projets en equity immobilier. Nous aurions également des projets en venture capital qui permettent de pumper un petit peu le rendement final, même si le risque porté sera un peu plus important. Et des solutions un peu plus traditionnelles qui, je pense, que vous connaissez tous au travers, par exemple, de SCPI, soit en pleine propriété, soit avec des outils de type démembrement, se portant acquéreur que de la nue propriété ou de l'usufruit, par exemple. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on est capable de faire pour vous accompagner de façon plus personnelle sur une allocation d'actifs spécifique répondant à un objectif d'investissement particulier. Dans l'exemple suivant, c'était sur un profil plutôt dynamique. Là, l'idée, c'était de se dire que voilà, sur une période de 5 ans, avec pareil une diversification plus portée sur des projets d'equity immobilier de SCPI, par exemple, on arrivait à construire un rendement de l'ordre de 7% annuel capitalisé pendant une durée de 5 ans et pour un investissement initial de l'ordre de 100 000 euros. Encore une fois, l'idée, ce sont des allocations type assez génériques, le but étant de pouvoir en parler ensemble pour qu'on puisse effectivement personnaliser l'allocation en fonction de votre objectif d'investissement. Le dernier point, qui est un point important, puisqu'on le sait, la fiscalité est toujours une question importante en France et à l'étranger. Pour nos opérations, les 2 choses qui sont importantes à retenir, c'est que pour les investisseurs français qui sont soumis à la fiscalité française, toutes nos opérations sont éligibles à la flat tax. Donc, lorsque vous êtes sur une tranche marginale d'imposition qui dépasse déjà les 30%,
vous avez plutôt intérêt à opter pour une fiscalité à flat tax, puisque celle-ci est forfaitaire à 30% entre l'impôt et les prélèvements sociaux. L'autre point également à retenir, c'est que l'ensemble de nos opérations, puisqu'on utilise des instruments financiers dans le cadre de nos véhicules d'investissement, et donc, de par nature, sortent de l'enveloppe de l'IFI. Et donc, tous les investissements que vous auriez à réaliser avec nous, avec ces sous-jacents immobiliers, du fait du véhicule financier utilisé, ne seraient pas donc assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Les autres points à retenir également, c'est qu'ils sont éligibles à plusieurs véhicules d'investissement de type PEA ou PEA-PME. Ils sont également éligibles au contrat d'assurance vie luxembourgeois. Et alors, vous concernant, je suppose que vous devez être porteur donc, de contrat d'assurance vie luxembourgeois, puisque pour mémoire, elle vous permet de faire suivre la fiscalité de votre contrat en fonction de votre lieu de résidence. Donc ça, c'est un avantage du contrat d'assurance vie luxe qui est important donc, à utiliser. Et notre fonds de private equity immobilier qu'on a vu tout à l'heure est éligible à l'ensemble des contrats d'assurance vie luxe sous réserve d'un référencement avec la compagnie d'assurance. Mais aujourd'hui, on travaille avec quasiment l'intégralité des partenaires assureurs sur la place. Concernant la fiscalité des non-résidents, puisque c'est ce qui vous concerne, là, j'ai envie de vous répondre que ce qui sera appliqué, c'est la convention fiscale qui sera signée entre la France et votre pays de résidence. Souvent, de par principe, nous avons un prélèvement forfaitaire qui est appliqué de l'ordre de 15%, et dans l'autre majorité des cas également, sur la fiscalité des valeurs mobilières, souvent, dans la majorité des pays étrangers, il n'est pas appliqué de double imposition, et donc une sorte d'exonération des plus-values lorsque vous investissez en tant que non-résident fiscal à l'étranger. Et sur ce point-là, moi, je vous invite surtout à vous rapprocher donc, de la convention fiscale avec votre pays de résidence pour fixer effectivement la fiscalité concernée. Et dans tous les cas, elle restera plus faible que celle appliquée en France. Donc, on a un rendement qui est plutôt solide, le contexte aujourd'hui, qui est plutôt en moyenne, vous l'avez vu tout à l'heure, sur les dernières années, de 9% par an net investisseur. À ça, il faudra effectivement déduire la fiscalité donc, qui correspond selon votre pays de résidence. À Singapour, vous avez une convention fiscale qui est plutôt favorable pour les investissements au travers de valeurs mobilières, même si le sous-jacent reste immobilier. Donc, l'impact ou le frottement fiscal, comme on dit dans notre jargon, sera plutôt avantageux pour vous, investisseurs étrangers. Et je vais arrêter de parler, il est 13h012. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe peut-être aux questions, parce que je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de questions. Oui, c'est super. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. J'ai noté quelques questions. Alors, surtout à toutes et à tous qui êtes dans la conférence, continuez à ajouter dans le chat les questions que vous pourriez avoir. Alors, j'ai des questions, vraiment une question intéressante qui a été posée tout au début de la conférence, et ce serait peut-être bien de le rappeler, c'est finalement pourquoi les promoteurs passent par le crowdfunding et passent par un Axago pour financer leur projet, au lieu finalement de faire comme nous, d'aller voir notre banque et le reste mettre en fonds propres. Écoute, ça c'est une très bonne question. Jo, tu veux y répondre? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Oui. Alors, j'ai la question. Alors, attends, on ne t'entend pas. Tu nous entends, Jo? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Parfaitement, c'est bon. Oui, vous m'entendez? OK. Alors, en fait, les promoteurs, alors déjà, il n'y a pas que des promoteurs, il y a plusieurs parties dans la question. Il y a des promoteurs, des marchands de biens, on travaille de moins en moins avec des promoteurs et on achète aussi de plus en plus d'actifs, nous, qu'on confie à des opérateurs, des promoteurs, des marchands de biens ou autres. Et le principe, c'est un petit peu, c'est toujours la même chose. Et le milieu est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec le top 100, disons, des opérateurs français dans leur domaine. En fait, il y a 4000 personnes sociétés considérées comme promoteurs en France. Donc, c'est très vaste. Et un promoteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dépose un permis de construire à un moment, hors maison individuelle. Donc, ce ne sont pas des gens qui font appel à nous à la place des financements bancaires.
des gens qui font appel à nous pour subvenir à des besoins en fonds propres dans le cadre d'opérations. Pourquoi des besoins en fonds propres? Soit parce que l'opération est significative et on a vu qu'on s'est repositionné sur des actifs de centre-ville. Donc historiquement, le promoteur, il achetait un terrain qu'il payait 2 ans plus tard, qu'il achetait à un particulier pour faire simple et pour caricaturer. Et il payait que 10% du terrain à partir du moment où il avait son permis, qu'il avait pré-commercialisé. Et le monde a totalement changé. C'est-à-dire qu'en 4 ans, le promoteur, on lui dit maintenant, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est acheter des actifs. Donc, tu vas te retrouver en concurrence avec tous les autres investisseurs qui achètent ces actifs pour du rendement. Tu ne vas plus mettre 10% du prix total du projet dans 2 ans, quand tu auras ton permis, que tu auras commercialisé, tu vas le mettre tout de suite parce que tu n'as plus de conditions suspensives non plus. Et la banque qui te prêtait jusqu'à 80% pour ton opération, elle te prête maintenant plus que 50% ou 60%. Et donc, en fait, il y a un paradigme qui est en train de changer. C'est pour les opérateurs immobiliers, c'est à la fois la taille des deals. Quand on parle de rénovation d'actifs de centre-ville, ce n'est pas la même chose que d'acheter un immeuble de 5000 m² dans Paris que d'acheter un terrain à Vise dans la Romaine qu'on paye dans 2 ans. Donc ça, c'est un point qui est structurel dans l'éclosion, dans l'évolution du marché du crowdfunding immobilier. Et pourquoi il y aura de plus en plus d'opportunités? Parce qu'on passe d'un marché de promotion qui s'intéresse au neuf à un marché de réhabilitation, et donc avec des tailles de volumes très différents. Et ensuite, la deuxième partie de la question, c'est qu'on ne vient pas financer les non finançables, parce que sinon, c'est en termes de gestion des risques, ça ne fonctionne pas. On vient apporter en fonds propres sur des opérations qui sont parfois trop importantes. Quand je vous parlais de l'opération pour le siège à Clichy, sur le groupe du CAC 40, l'opérateur met 6 millions d'euros. Il nous appelle pour dire je cherche au départ 7 millions d'euros complémentaires pour financer cette acquisition, mais je suis quand même exposé à hauteur de 6. Et finalement, la banque revient et dit tant que vous n'avez pas signé le bail de manière définitive, je ne vais pas vous prêter ce qui nécessiterait 13 millions de fonds propres, mais je vais vous demander 16 millions de fonds propres au total. Donc, tout ça, dans un marché qui est tendu, c'est-à-dire que l'opérateur s'engage, met beaucoup d'argent, c'est un groupe reconnu, et en même temps, il nous dit, finalement, maintenant, je vais avoir besoin de votre côté, pas de 7, mais de 12 millions d'euros complémentaires. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est il y a un changement de paradigme dans le marché de la rénovation en France et de la construction. On s'intéresse moins, et en tout cas, pour nous, les perspectives, elles sont moins sur le neuf que sur l'ancien réhabilité. Et deux, ce n'est pas en substitut des banques, c'est en complément. D'accord, c'est très clair. C'est très clair. Il y avait une autre question qui est liée au rendement. Donc, on parlait de 9,2% en moyenne depuis le lancement de l'Axago. La question qui revient souvent, est-ce que c'est de l'equity ou de la dette finalement qui est financée? Alors, historiquement, on faisait quasiment exclusivement de la dette. Donc, c'était du financement, mais en quasi fonds propres. Donc, c'est-à-dire qu'on venait prêter pour des apports en fonds propres. C'est-à-dire qu'on prêtait à taux fixe sur des durées fixes à l'opérateur. C'est le cas, par exemple, des quelques projets que je vous ai présentés. Et de plus en plus, on a développé, depuis 5 ans, on a développé une activité autour de l'investissement pour se dire, à un moment, on prend des risques. Parce que quand on parle de niveau d'endettement, et en tout cas, quand on prend la senior plus la mezzanine, on arrive à des niveaux. On dépassait les 70%, 75%, et donc on dit finalement, on prend un risque d'actionnaire. Et donc, on a changé parfois le modèle en disant sur certains projets, on va être co-investisseur avec l'opérateur. Et parfois, les rendements peuvent être assez similaires, mais par contre, ils ne sont pas fixes. C'est-à-dire que là, dans le cadre de la réhabilitation de l'hôtel, on a précisé que si l'hôtel sortait plus vite ou s'il sortait mieux, on était investisseur et donc notre TRI s'en verrait impacté. Et à l'inverse, si le projet doit durer plus longtemps, le taux n'étant pas fixe, on sera impacté aussi. D'accord. Donc, il y a un mix des deux, equity et dette. Et comment un investisseur peut savoir, quand il va investir, si c'est de l'equity ou de la dette? C'est dans chaque dossier que c'est indiqué? C'est communiqué de manière assez transparente. Et puis, quand c'est un dossier en equity, on travaille. Alors, l'objectif, c'est de rendre ça simple. Donc, on travaille avec ce qu'on appelle un tableau de sensibilité. C'est-à-dire, en fonction, on prend 2 indicateurs. En général, c'est la durée. Combien de temps va durer le projet? Et si on fait la marge en 12 mois ou en 24 mois ou en 36 mois, finalement, ce ne sera pas le même rendement pour l'investisseur. Et quel est le prix de vente? Et donc, on essaye comme ça de dire, aujourd'hui, on a pris un scénario central qui fait que ça pourrait nous rapporter 10 ou 11%. Dans le meilleur des cas, ça va nous rapporter plutôt 14 ou 15. Et dans le pire des cas, peut-être qu'on va descendre à 7 ou 8%. D'accord. Donc, quand on regarde un dossier, finalement, si on voit un tableau de sensibilité, ça veut dire qu'on est forcément en equity. Et si c'est plus fixe, on est plutôt sur la dette. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Et si c'est des obligations simples, soit c'est des obligations simples à taux fixe, soit c'est des obligations converties dans lesquelles, en fait, c'est la prime de non-conversion qui permettra de remonter une partie de la marge.
À propos de la durée que tu viens d'évoquer, qu'est-ce qui se passe en cas de retard? C'est que dans l'immobilier, il y a souvent du retard à la livraison. Ça arrive, si vous avez déjà fait des travaux chez vous, il peut y avoir du retard. Dans les retards, en fait, ils sont de deux aspects. C'est soit c'est un taux fixe et donc le taux continue à courir. Il peut être majoré. Ça dépend des accords avec l'opérateur. Et si on a un retard sur un projet dans lequel on est actionnaire, eh ben, on prend notre rôle d'actionnaire et finalement, on peut avoir des retards, mais sans que la marge soit rognée. Et au contraire, on peut gagner un peu plus d'argent si on le voit un peu plus tard. Donc, mais quand ce sont des obligations à taux fixe, le taux continue de courir. D'accord. Du coup, la question qui se pose là, c'est du coup, on achète quoi concrètement quand on investit sur un Axago? On achète une action, on achète une assurance vie. Et comment s'assure? Est-ce que ces parts sont nominatives? C'est-à-dire, est-ce que quand j'achète une part, est-ce qu'elles sont à mon nom? Est-ce qu'elles sont au nom d'un Axago? Alors systématiquement, vous achetez soit des parts d'un véhicule, d'une holding d'investissement qui regroupe l'ensemble des investisseurs, et c'est cette holding qui va souscrire à des titres de l'émetteur. Et l'émetteur, ça va être soit l'emprunteur, la société qui va acheter, et une société dédiée qui va porter les actifs, l'actif de bureau, de résidentiel, qui va détenir l'actif, de telle sorte à ce qu'on puisse obtenir des financements bancaires sans montrer qu'on a sans qu'il y ait de problématique, parce que derrière, on va avoir 30, 50, 60, 120 investisseurs derrière. Donc, il y a toujours un holding d'investissement. Vous allez souscrire des parts de ce holding. Ces parts, ce seront soit des obligations simples à taux fixe, soit des obligations convertibles en actions qui pourront être à taux fixe ou à taux variable. Et donc là, l'objectif, c'est de dire, quand on est en obligation convertible, c'est-à-dire vous avez une partie qui va, je ne sais pas, 5% qui sera due, et le reste, ce sera la quote-part de marge qui vous est attribuée, qui remontera à travers ce qu'on appelle une prime de non-conversion. Et donc, elles sont bien nominatives. Vous pouvez les inscrire, comme l'a dit Étienne, dans le cadre d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Et pareil pour les fonds. Et c'est plus facile, notamment, de loger les parts de fonds dans une assurance vie luxembourgeoise ou une assurance vie chez Generali ou autre. Donc, on achète des obligations soit simples, soit des obligations convertibles en actions qui sont nominatives. C'est bien ça? Voilà, ou des parts de fonds et les parts de fonds D'accord. sont éligibles au PEA. D'accord, ou des parts de fonds si on investit dans le fonds. Est-ce qu'on pourrait rappeler à tout le monde, c'est quoi le montant d'investissement minimum sur un Axago? Il est de 1 000 euros, donc il est volontairement pas discriminant. L'objectif, c'est pas de faire une discrimination par la capacité d'investissement, c'est que chacun soit très à l'aise avec son allocation. On a des clients qui vont mettre plusieurs millions d'euros, et on l'a vu, hein, le fonds, c'est 40% qui est par des investisseurs professionnels ou assimilés ou des familles. Et en même temps, si un investisseur souhaite mettre dans 15 projets 1 000 euros dans le mois, que chacun puisse faire sa propre allocation. D'accord. Et est-ce qu'il est possible de revendre ces parts en milieu de projet ou elles sont vraiment bloquées sur toute la durée du projet? Non, elles sont bloquées. On reste sur de l'investissement alternatif, non coté et illiquide. C'est vraiment, on reste sur les principes du non coté. Donc, il se peut toujours de gré à gré que vous arriviez à trouver quelqu'un qui veut bien racheter les participations. On le fait de manière discrétionnaire, mais il n'y a pas de liquidité avant le terme. Et du coup, là, dans ce montage, comment un Axago se rémunère? Est-ce qu'il y a des frais de gestion, d'entrée, de sortie Ouais. Est-ce qu'on pourrait un peu plus comprendre? Alors c'est l'émetteur qui nous rémunère, l'émetteur qui va faire appel à nous pour structurer l'opération. Donc on va être payé entre 2 et 4% des montants investis en fonction des montants. Et pour la création des holdings d'investissement, quand on est en financement, il y a 1% de droit d'entrée. Il n'y a pas de frais de gestion de ce véhicule. Quand on est sur des stratégies, on est actionnaire et co-investisseur dans le véhicule, ça va être 1% à l'entrée, et ensuite entre 0,5 et 0,8% par an. Mais tous les taux qu'on communique sont nets. En fait, on a fait le choix de communiquer sur des taux nets. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord. Donc, tous les taux qu'on a vus aujourd'hui dans la présentation ou qu'on peut voir en se connectant sur la plateforme Axago, à chaque fois, sont des taux nets. C'est bien ça? Oui, oui, Ouais. tout à fait. Alors, il y a d'autres questions, cette fois plutôt sur la partie risque et échec, parce qu'on comprend tous que finalement, c'est un investissement risqué, qui n'a pas de garantie de capital. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur le taux d'échec des investissements réalisés par un Axago jusqu'à présent, et notamment, qu'est-ce qui se passe si le promoteur fait faillite au milieu de l'investissement?
Oui, j'ai vu qu'il y avait une question sur le promoteur chez Evergrande qui est passé. Euh, le taux d'EF aujourd'hui, nous, ce qu'on suit, c'est le capital à risque. C'est-à-dire que si on perdait 100% du capital sur l'ensemble des participations qui présentaient un risque, on perdrait 2,5% des montants investis dans cette stratégie. Donc, en fait, on a un taux de défaut qui est très faible. On a un taux de recouvrement, c'est-à-dire à partir du moment où on constate un défaut, on a un taux de recouvrement qui est de 90% à date. C'est-à-dire que quand un opérateur fait défaut, on arrive à recouvrir plus de 90% des sommes. On est même allé jusqu'à reprendre nous-mêmes des opérations de promotion immobilière, les livrer et les gérer en lieu et place de l'opérateur. Donc, on est une équipe qui est assez hands-on, qui à la fois, on n'est pas juste une plateforme d'investissement. On n'est pas juste une plateforme, c'est avant tout une équipe d'investissement. Mais par contre, le risque, c'est bien ça, c'est qu'il y a un défaut d'un opérateur euh, qui viendrait mettre en péril le projet. Après, il y a plein d'alternatives. Quand je vous parlais de l'opération avec une fiducie, finalement, il y a plein de sûretés différentes. C'est-à-dire que quand bien même l'opérateur pourrait faire défaut, il pourrait ne pas nous rembourser, finalement, on remet la main sur les actifs. On peut avoir des garanties hypothécaires, on peut avoir pas mal de choses. Et donc, et ensuite, si jamais il y a vraiment un problème, c'est aller en contentieux. On le souhaite rarement, mais en tout cas, les équipes sont formées aussi pour être en capacité, si jamais il y a un opérateur qui serait de mauvaise foi, aller récupérer notre dû en tapant si nécessaire. D'accord. J'ai d'autres questions qui sont intéressantes parce que, comme encore une fois, Imonéo, c'est une communauté d'investisseurs immobiliers locatifs et voilà, on a des réflexes. Est-ce qu'il est possible d'obtenir un crédit pour acheter des parts dans un des clubs deals d'Anaxago? C'est possible, mais je ne vous le conseillerais pas. Enfin, en tout cas, le levier, il est déjà en dessous. En fait, si on arrive à faire des TRI entre 8 et 13-14%, c'est parce que les opérations en dessous sont déjà leveragées. Notre rapport va représenter 10-15% de la valeur des actifs en dessous. Et donc, les sociétés émettrices ont déjà du levier. Donc, pour les plus joueurs, on peut faire du lombard, par contre. Se dire, bon, bah, finalement, en tout cas, des stratégies comme ça pour ceux qui sont bien accompagnés en banque privée, mais on ne conseille pas c'est pas comme la SCPI, on ne conseille pas de faire trop d'effet de levier sur ces produits-là. Justement, tu évoques la SCPI, ça tombe bien. Ma question suivante, c'était un membre qui demande si vous avez des projets où les investisseurs restent propriétaires de l'actif immobilier et bénéficient de revenus locatifs, finalement l'équivalent des SCPI. Ouais. Alors, on a quelques projets qu'on a lancés comme ça sur des formats de club deal dans lesquels en fait, on propose des club deals obligataires avec des taux qui étaient entre 6 et 8%, mais avec des versements mensuels. Donc là, on n'en a pas en ce moment, mais en tout cas, on a fait quelques projets comme ça. Et là, l'objectif, c'était d'avoir une alternative à la SCPI plus courte, 36 mois d'horizon, des versements mensuels, et souvent sur des actifs type hôtellerie ou para-hôtelier. Donc, on a quelques projets comme ça qui arrivent de temps à autre et qu'on structure justement pour répondre un peu aux investisseurs qui en ont marre de la SCPI. D'accord. Donc, mais ça, si je comprends bien, c'est plutôt ad hoc de temps en temps. C'est ad hoc. Après, nous, on est en architecture ouverte, donc on propose d'autres SCPI. On pense que voilà, on a sélectionné 6 sur les 200 du marché. Donc, voilà, on pense que c'est des acteurs qui font très bien le métier. Donc. Après, en complément, la SCPI a une approche, on va dire, sur laquelle vous avez une bonne visibilité sur le rendement sur des durées qui sont beaucoup plus longues. Nous, nos opérations, elles nous permettent de pousser un petit peu le côté de rendement du loyer, mais sur des périodes plus courtes. Donc, souvent, c'est des approches, des stratégies qui sont complémentaires. Il ne faut pas les voir l'une contre l'autre. C'est deux outils différents avec des maturités différentes. Donc, nous, ce qu'on fait beaucoup dans nos allocations, c'est de les complémentariser ensemble. D'accord. Alors, en fin de compte, pour conclure, finalement, je vais avoir une question très ouverte qui vous permet de conclure. C'est en synthèse, est-ce que vous pouvez nous dire, d'après vous, votre expertise, c'est quoi les avantages et les inconvénients du crowdfunding immobilier? Si vous mettez encore une fois à la place d'un investisseur qui aujourd'hui vous écoute. Bah, les avantages, c'est toujours pareil. Là, j'ai l'impression que vous êtes des comités d'investisseurs assez sophistiqués, qui prennent le temps de réfléchir à vos investissements. Donc, le crowdfunding, l'alternative, le crowdfunding, on enlève le mot crowdfunding parce que finalement, c'est le fait d'y accéder via une plateforme, que ce soit dématérialisé. Mais en fait, la stratégie du private equity immobilier, comme l'immobilier, finalement, ça reste une partie de la stratégie d'allocation dans un patrimoine.
Quand on fait de l'obligataire, de la dette privée immobilière, ça veut dire qu'on a un niveau de sophistication qui est assez pointu aussi, parce qu'en fait, si vous demandez autour de vous combien de personnes font de la dette privée et de la dette privée obligataire et investissent en mezzanine dans des projets, le nombre se réduit. Donc, ça reste une stratégie d'allocation qui est, une fois qu'on a fait l'essentiel, qu'on a son épargne de sécurité, qu'on a son assurance vie et qu'on veut commencer à faire de l'alternative et être assez décorrélé des marchés, finalement, c'est là que la dette privée immobilière, le private equity immobilier, stratégie value-add rentre en jeu. Et de se dire, je peux avoir une poche de 5, 10, 15% de mon patrimoine qui est sur un peu dynamique et un peu décorrélé des marchés. Donc ça, c'est l'avantage. Surtout, alors, quand je dis ça, mais que les marchés vont très bien, on me dit oui, mais j'investis sur des foncières cotées. Quand je dis ça, avec les marchés, 3 semaines plus tard, les marchés vont moins bien. On me dit oui, c'est vrai que l'alternative, c'est pas mal. Donc, pour nous, c'est pas l'un ou l'autre. On a des contrats d'assurance vie dans lesquels il y a du côté, etc. Mais donc ça, c'est le principal avantage, c'est à la fois d'être décorrélé, c'est d'avoir des convictions d'investissement qui sont assez fortes. Et en fait, Covid, gilets jaunes, guerre en Ukraine, remontée des taux, en fait, notre stratégie qui vise à acheter des actifs rares et les repositionner, elle n'a pas bougé. Et c'est ce qui fait qu'aussi, on n'a pas eu de défaut pendant ces différentes périodes-là. Donc, je pense que c'est toujours pareil. Il faut chercher une stratégie, s'y tenir. Et l'effet rareté, pour l'instant, donne raison. Et ensuite, sur les inconvénients, c'est qu'on reste sur des placements à risque. Donc, le risque que l'actif ne soit pas vendu, le risque que finalement, il y ait une peur sur les marchés. On sait que l'immobilier, c'est cyclique aussi. Donc, c'est très probable que tous les projets qu'on voulait vendre dans les 6 prochains mois, si les investisseurs qui vont nous les acheter ou les institutionnels décident de rien acheter pendant 6 mois, le temps de voir où va le monde, qu'on prenne 6 mois de plus. Et donc, c'est de l'argent dont on ne doit pas avoir besoin. Et ce qui nous rassure, c'est d'avoir des actifs rares en portefeuille. Et quand bien même on devra les porter un peu plus longtemps. Donc ça, par contre, c'est l'inconvénient de ces produits-là qui restent des produits assez risqués et incertains sur leur terme. C'est le premier risque qu'on a. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant de vous écouter tous les trois, Sophie, Étienne et Joachim. Le replay sera disponible sur le site Imoneos d'ici quelques jours. Et voilà, s'il y a d'autres questions qui arrivent, je ne manquerai pas de vous les poser en direct pour mettre les réponses directement sur le site Imoneos. Voilà. Merci beaucoup, Rémi. Bonne journée en France. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée ou bonne soirée suivant là où vous habitez dans le monde. Oui, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.